trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Anthony Morlet-Lavidali est avec nous, économiste au sein du pôle macro-conjoncture de Rexecode. Bonsoir Anthony. Bonsoir Grégoire. Andrew Etherington est responsable de la gestion diversifiée d'AXA IM, est avec nous également. Bonsoir Andrew. Merci d'être là et merci à Nicolas Forest d'être à nos côtés également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des investissements de Candriam. Ce sont un peu les trois histoires clés du moment. J'ai l'impression, Nicolas, je parle sous votre contrôle à tous les trois. Il y a évidemment l'histoire des baisses de taux et du rythme que la Réserve fédérale américaine peut mettre dans ce cycle de baisse de taux. Il y a l'histoire aussi de la baisse du pétrole. Alors, jusqu'à ces derniers jours, mais l'histoire quand même d'une baisse du pétrole et d'un pétrole bon marché qui peut être perçu comme un facteur de soutien économique, et puis la nouvelle histoire de la relance chinoise ou du plan de soutien à l'économie chinoise dévoilé la semaine dernière. Est-ce que ces trois amortisseurs vous paraissent des amortisseurs solides pour ceux qui s'inquiéteraient d'un ralentissement économique peut-être un peu plus vif que ce qu'on pouvait espérer ? Oui, en tout cas, ce sont trois histoires qui sont un peu des changements en cette rentrée 2024 et qui changent un peu le narratif et qui pourraient être en effet à la fois des facteurs de soutien potentiellement pour la croissance et aussi vis-à-vis de l'inflation. Mais enfin, chaque histoire est très différente et son impact sur les classes d'actifs n'est clairement pas le même. Ouais. Bon, qu'est-ce qui vous paraît intéressant dans chacune de ces histoires-là, puisque c'est de ça dont on discute, hein. Bien sûr. Alors, si on commence du côté, le point clé quand même, c'est l'inflation. On en a tous parlé, l'hyperinflation. Cette histoire, elle semble vraiment derrière nous. Et l'investisseur a acheté assez vite finalement le fait qu'on allait revenir vers les 2%, ce qui a permis et ce qui permet aux banques centrales d'être... Ça y est, on est vraiment dans un cycle de baisse. On n'est pas juste à mettre un petit doigt de pied dans l'eau, on va vraiment plonger à fond dedans. Et donc on est sur un des cycles de baisse des taux les plus agressifs, comme on a eu un des cycles de resserrement les plus agressifs. Et donc oui, la Banque centrale européenne va faire de baisse de taux en octobre et en décembre. Oui, la Banque centrale américaine va baisser les taux. Ça, c'est vrai. Maintenant, la grande question... Peu importe 2024, c'est 2025. Et là, vous avez raison de parler du pétrole. C'est est-ce que la hausse du pétrole, même potentiellement le plan de relance chinois, est-ce que finalement, ça met pas un peu, un peu de fuel dans le moteur et faire redémarrer quelque part un petit peu, même les anticipations d'inflation. À ce titre, je mentionne que les anticipations d'inflation à 10 ans aux États-Unis, elles ont monté de 20 points. 0,20%. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'investisseur américain pensait qu'on allait rester toute notre vie à 2% pendant 10 ans, et maintenant, un peu moins. Donc la hausse des taux que nous observons, elle est surtout liée aux anticipations d'inflation, pas du tout aux anticipations des taux réels. Donc oui, c'est une nouvelle dynamique. Nous pensons que pour l'instant, l'inflation devrait continuer à baisser. Nous pensons que ça favorise des baisses de taux. Maintenant, je pense que l'histoire ne va pas être la même entre les États-Unis et l'Europe. Donc il y a certainement un découpling, dans le sens où l'Europe, nous sommes quand même beaucoup plus inquiets sur la croissance européenne que nous le sommes sur la croissance américaine. De ce point de vue-là, le risque de hausse de taux en Europe, nous sommes beaucoup plus limités qu'aux États-Unis. Et nous pensons plutôt que toute hausse de taux est une opportunité pour acheter de la duration européenne. Très clair. Et du côté du plan de relance chinois, je crois que vous en avez beaucoup parlé, on en a tous beaucoup parlé. C'est quand même un gros changement, puisque à la fois un plan sur le plan monétaire de baisse de taux, sur le plan fiscal de relance, sur le plan effectivement bancaire avec la recapitalisation. Donc oui, c'est quelque chose d'important. Est-ce que ça va changer la phase de la croissance chinoise ? Certainement pas. Ça permettra d'atteindre les 5%. Il y a des tendances de long terme qui sont difficiles, mais enfin, force est de constater qu'il y a eu un rallye monumental et que le rallye peut continuer au moins jusqu'aux élections américaines, et là c'est quelque chose qu'il faut jouer et sur lequel nous jouons. Mais c'est vrai qu'il y a des investisseurs qui ont pu être tentés de dire en deuxième dérivée autant jouer les actifs européens, et là moi je resterai un peu plus prudent parce que l'Europe garde malgré tout et malheureusement tous ces démons et toutes ces vulnérabilités qui font que, pour revenir à votre question, nos prévisions de croissance en Europe sont timides sur 2025. Ça sera compliqué d'avoir quoi ? 0,6, 0,7, 0,8% de croissance avec une inflation de 2. Ça reste une perspective quand même difficile. On peut acheter des obligations européennes. Est-ce qu'on a envie de prendre beaucoup d'actifs européens risqués actions ? Ça reste quand même un point. Trop de vent contraire pour nous en Europe, quoi. Je dirais que ce n'est pas juste le plan chinois qui fait qu'on va avoir des perspectives solides de croissance, car l'Europe a quand même beaucoup de vulnérabilité. Il ne faut quand même pas tourner autour du pot. L'Allemagne est aujourd'hui l'homme malade de l'Europe d'un point de vue économique. Ça, c'est un vrai problème.
de relance, de croissance. Et puis de l'autre côté, eh bien, voilà aussi, c'est l'aspect budgétaire et le fait qu'il faille maintenant faire certaines réformes et restrictions budgétaires. Et là, c'est toute la question de l'élasticité et comment on peut réduire de 6,2 pour prendre un pays au hasard à 5% sans tuer la croissance. Et effectivement, cette restriction budgétaire, elle ne va pas quand même amener davantage de croissance en Europe. Donc c'est un cocktail qui fait que la BCE, elle a la place pour baisser les taux. Deux baisses maintenant. Et nous, on pense peut-être 1% de baisse de taux en 2025. Croissance quand même assez faible. Il faudrait vraiment de superbes nouvelles chinoises pour que la croissance soit révisée à la hausse et revenir sur nos actifs européens. Avec un moment de rendez-vous allemand qui sera très important à l'automne 2025 et les élections fédérales. Enfin, il y a aussi cet horizon, alors qui peut être un point de blocage de la situation jusqu'à cette date-là, mais ce sera un point de rendez-vous important pour 2025. Certainement, ça sera un si point l'homme malade de l'Europe, comme vous dites, est capable bon voilà, je pense que tout de rebondir au mais moins. Le business model qui consistait quand même à fabriquer avec de l'énergie pas chère et vendre à des Chinois. Ce business model-là, il est fini. Donc, quel nouveau business model et comment, en effet, retirer la croissance européenne ? Ça, c'est un point, en tout cas, à surveiller. Fed, Chine, pétrole, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces histoires-là, Andrew ? Tout nous intéresse, évidemment. Si on prend en premier le Fed, on reste persuadé, comme en début de l'année, que le marché est trop agressif dans ce que le Fed a besoin de faire. Cette année, on est dans le début d'une normalisation des taux après une période exceptionnelle. Donc, je comprends leur besoin de normaliser les taux à courte durée. Mais pour le reste, les États-Unis restent sur un très bon vigueur de croissance à 3%. Le chômage, vous avez cité, à 4,2%, qui n'a pas l'air d'accélérer, de dégrader. Et depuis qu'ils ont baissé les taux de 50 BP il y a 15 jours, on entend le discours a déjà changé. Le discours même de Powell devient plus confortable avec le niveau de croissance et que même s'ils avaient remis le Fed Put dans l'esprit des marchés, c'est probablement pas vraiment nécessaire actuellement. D'accord. Pour l'Europe, c'est pas pareil. Mais sur la Fed, vous dites, parce que elle-même la Fed dans ses projections montre quand même un chemin de baisse de taux à un rythme assez soutenu, au moins sur les 12 prochains mois. C'est une pondération de leur avis. D'accord. Et donc, il y a de la dispersion autour de ce scénario-là. Tout à fait. On a entendu Bowman juste hier pour dire que on ne voit pas vraiment la réalité requis les baisses des taux immédiates. Bowman a été dissidente lors du dernier FOMC sur l'idée de baisser les taux de 50 points de base. Même ceux comme Dudley, l'ex de New York, qui est journaliste aujourd'hui, donc il a besoin que les gens l'entendent quand il dit des choses intéressantes. Mais même lui qui avait réclamé des baisses des taux d'urgence au mois d'août, a dit juste hier, peut-être il était allé un petit peu trop loin et on n'a pas besoin. Donc, mais ça, c'est très bien pour l'économie. L'économie se comporte bien. S'il y a moins de baisses des taux, je ne vois pas pourquoi ça devrait atteindre le comportement, le momentum sur les actifs risqués. Donc, ils sont toujours bien orientés et pour de bonnes raisons. Comment vous voyez l'histoire pour la Banque Centrale Européenne, alors, si c'est une histoire qui risque de diverger encore un peu plus ? C'est clair que ce qu'on témoigne aujourd'hui, c'est qu'il y a une divergence clivante entre nous et les États-Unis, encore une fois. Et le risque, c'est qu'on se renoue avec une période de déflation. On est à 1,8 de l'inflation actuellement. Avec un momentum qui est négatif. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent, le BCE, pour baisser les taux ? La prochaine réunion. Oui, mais 25 BP, qu'est-ce que ça va faire ? Il faudrait que la BCE fasse 50 le 17 octobre et que la Fed, peut-être, ne fasse que 25 le 6 et 7 novembre. Je crois que là, il faudrait que les rôles se renversent. C'est ça ce qui va se passer. Ouais. C'est que j'ai eu personnellement tort sur le premier baisse. Je crois qu'il n'avait pas besoin de faire 50. Je comprends le besoin de normaliser les taux. Mais le marché l'a pas mal pris. Très bien pris, mais les taux longs, ils sont plus élevés aujourd'hui qu'à ce moment-là. Certes. Pour l'Europe, c'est plutôt une question d'urgence. Et on voit ça pour l'Europe continentale. Mais pour l'Europe donc Grande-Bretagne, on a constaté aussi qu'ils commencent à comprendre qu'il y a un peu d'urgence à mettre un peu de fuel dans le système.
Et c'est pas une remontée du cours du pétrole de 62 à 75 qui devrait leur faire peur. Non. Parce qu'on est au bout du gouffre. Hein. Ouais. S'il y a de la croissance à détruire, je suis même pas sûr. L'État allemand, ils ont abandonné l'idée d'un target de croissance. C'est-à-dire... Oui. Ouais, c'est un peu contre les Chinois. Ils ont dit, on y en a pas et on ne va pas avoir les chiffres qu'il faut. Bon, comment vous voyez l'histoire ? Parlons Banque centrale et l'idée peut-être d'un découplage des politiques monétaires à un certain moment. Est-ce que c'est ce qu'on peut envisager quand on regarde ça avec un regard d'économiste, Anthony ? Pour revenir sur les 3 points, donc Fed, pétrole, Chine, sur la Fed, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément pricé. C'est le fait que la Fed pourrait soutenir davantage l'économie, parce qu'il ne faut pas oublier que la croissance américaine, c'est quand même le levier numéro 1 pour garantir la soutenabilité de la dette américaine. On va quand même, peu importe le président qu'on aura en novembre, des déficits publics très importants, 7 points de PIB, cette année, probablement l'année prochaine également. Le meilleur levier que vous avez pour assurer à vos détenteurs de dette que vous êtes toujours soutenable, c'est d'avoir une croissance dynamique. Donc il est possible que la Fed ne laisse même pas atterrir l'avion. Et donc pour ça, il faut baisser les taux. Et donc pour ça, il faut assez être vite plus et assez agressif. fort. Voilà. D'accord. Honnêtement, c'est vrai que quand on regarde les tensions sur le marché du travail... Ça ne va pas inciter le prochain exécutif américain à limiter les dépenses Clairement. Et puis le deuxième point, moi j'étais très frappé de la révision qu'il y a eu du PIB américain et de toutes ses composantes. Finalement, il y a eu plus de consommation encore que prévu, plus d'investissement, plus de tout. Et donc, le taux d'épargne a été révisé aussi, j'ai vu à la hausse. On peut se dire, finalement, les tensions inflationnistes au regard de la demande qu'on a eue, elles n'ont pas non plus été si intenses que cela. Donc ça veut dire que le risque de nouveau qu'on ait une inflation qui soit durablement plus élevée que 2%, peut-être plus faible que ce qu'on avait anticipé jusqu'alors. Donc ça donne aussi un peu de crédibilité à l'idée que la Fed pourrait aller un peu plus vite. Sur le pétrole, on a un marché qui est bien approvisionné du point de vue de l'offre. Ouais. Donc là, il n'y a pas trop de sujets, quand bien il y a eu quelques petites tensions liées au Moyen-Orient là sur le prix, mais je crois que 70, c'est un bon point d'équilibre. Et surtout, il faut comprendre que la demande, elle n'est pas dynamique pour une raison essentielle, c'est qu'on a une croissance mondiale qui tient. On tourne autour de 3 en ce moment, de régime de croisière, mais c'est une croissance qui est tirée par les services. On a un PMI manufacturier mondial qui est à 48,8. Donc une industrie mondiale, surtout l'Europe, est très déprimée, mais qui globalement est assez peu dynamique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un commerce international en biens qui lui également croît beaucoup moins vite que le PIB. Élasticité autour de 0,5-0,6, c'est même un peu inférieur à ce qu'on avait par rapport à la décennie précédente. Donc on a globalement assez peu de tension sur la demande de pétrole parce que l'activité ne vient pas du tout de la dynamique manufacturière et des échanges de biens. Oui, c'est le PMI manufacturier mondial qui est à 48,8. Exactement, alors que les services sont beaucoup plus élevés. On voit bien que dans la plupart des pays, même les États-Unis, c'est effrayant de constater que c'est un des pays qui a la croissance la plus forte des développés, alors qu'il y a un taux d'ouverture aux échanges mondiaux qui baisse. Donc ça va un peu à l'inverse de l'idée que normalement, pour avoir une croissance dynamique, il faut s'ouvrir au monde. Les États-Unis, en l'espace de 10 ans, ils ont perdu 6 points de taux d'ouverture, et c'est une des économies les plus dynamiques des pays développés. Ce qui est quand même quelque chose qui n'est pas complètement intuitif. Et sur la Chine, est-ce que le plan de relance est suffisant et surtout va dans le bon sens ? Dans le bon sens, oui. Suffisant, c'est pas sûr. 3 types de mesures, elles ont été à la fois monétaires, réglementaires et budgétaires. Ce qui me semble très important, c'est d'une part le fait que le gouvernement a conscience des risques qui pèsent en Chine, notamment financiers, et est en train de transférer progressivement le risque des collectivités et de tous les fonds qui étaient relativement fragiles vers le gouvernement central et vers la banque centrale. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, puisque ça limite le risque, on va dire, de crise financière ou en tout cas de stress financier très important en Chine. Et l'autre point, donc c'est évidemment qu'il y a un volet budgétaire qui est quand même important, ça va être 150 milliards injectés, alors il faudra voir comment, mais ça va là également plutôt dans le bon sens. En 2024, il ne faut quand même pas s'attendre à des effets mirobolants, là la croissance elle est déjà jouée. Ils vont annoncer 5, mais ils ne feront pas 5. La réalité, c'est que en fait, la croissance chinoise, elle est plutôt autour de 4. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est avoir une cible en 2025 qui sera probablement autour de 4,5, mais la croissance effective, elle sera plus élevée. Et ça, c'est quelque chose qui est historique en Chine, c'est que la Chine lisse la croissance dans le temps. Donc quand on a des périodes de creux, très souvent, elle surestime sa croissance, mais dans les périodes de rebond, elle la sous-estime un peu. De telle sorte que le PIB, il n'est jamais surestimé en niveau, mais en revanche, le cycle conjoncturel, lui, est lissé. Et donc ce qui est possible, c'est qu'on voit les effets vraiment en 2025. Là, à court terme, sur la croissance, il y a eu des effets sur les marchés, mais il n'y aura pas d'effet sur la croissance à très très court terme. Est-ce qu'il y a une porte ouverte pour que la Chine en remette en fasse plus
peut-être modulo le résultat de l'élection présidentielle américaine. C'était intéressant de les voir quand même dégainer ce package à quelques semaines de l'élection américaine. Est-ce qu'il y a une vision stratégique de se dire je me hedge un peu avant le 5 novembre, ou est-ce qu'on est déjà dans une forme de nécessité urgente qui pourrait avoisiner la panique, Anthony? Alors il est possible que la Chine aille plus loin pour une raison, c'est que malgré des exportations qui vont progresser cette année en volume, j'insiste bien, pas en valeur, de 8 à 10%, malgré ça, ils ne vont pas atteindre leur cible de croissance. C'est ce que vous disiez. Donc malgré un excédent colossal qui vont se réaliser cette année, donc une contribution du commerce extérieur au PIB très important, ça ne suffira pas. Donc ça veut dire qu'il faudra de la demande intérieure en 2025 pour faire la croissance. Et de ce point de vue-là, tant que ce n'est pas suffisant, probablement ils iront plus loin. Ils ne vont pas laisser l'économie ralentir infiniment. Et surtout, ils veulent que le marché immobilier se stabilise. Il a quand même été bien purgé. On a des prix qui ont déjà bien baissé. Selon les villes, on est entre moins 15, même moins 20%. Donc ça y est, il y a quand même eu une bonne purge. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de logements vacants, mais en tout cas, on est au stade où c'est le moment de le stabiliser. On a été bien loin. Maintenant, voilà, il faut redonner un peu de dynamique à ce marché-là et éviter qu'on ait encore toutes les métriques qui baissent, que ce soit les mises en chantier, les investissements qui continuent pour l'instant de reculer. Ça, ils veulent qu'on touche le plancher. Je pense qu'ils y arriveront. Les mesures, honnêtement, sont à peu près bien calibrées, sans être non plus démesurées. Exactement. Le gouverneur de la Banque centrale chinoise a dit « Nous voulons assurer une croissance stable de l'économie chinoise et un rebond modéré des prix ». Complètement. Voilà. Modération. Sortir de la déflation, parce que ça fait 5 trimestres consécutifs que le déflateur du PIB est en recul sur un an. Nicolas, vous disiez tout à l'heure que le marché était peut-être allé un peu trop loin sur l'inflation, ou en tout cas sur l'idée d'une inflation à 2% pendant 10 ans, et qu'on voyait des break-even là, qui remontaient depuis quelques jours. Est-ce que c'est un risque devant nous, effectivement, une Fed qui... structurellement dovish et pour des raisons peut-être multiples irait un peu trop loin, un peu trop vite, un peu trop fort dans les baisses de taux, une Chine qui serait capable d'en remettre un peu à un moment. Est-ce que ça ramène une histoire ou un risque inflationniste en 2025 ? Bon, évidemment, ça c'est pour moi la question une très bonne question et une question super importante pour les actifs risqués, puisque quelque part c'est quand même ça qui peut potentiellement faire dérailler les actifs risqués. Il faut regarder pays par pays. Du côté européen, moi je ne le crois pas. Je pense que la croissance est durablement faible, affaiblie, et je ne vois pas vraiment des perspectives que grosses tensions inflationnistes. Je pense que ce débat-là au sein de la Banque centrale européenne, il est quand même largement... Les salaires, le taux de chômage au plus bas, 6,4%, la question des salaires, pour ça, tout ça va s'effacer, vous dites, assez vite. Moi, je trouve que oui, clairement. Je pense que le chemin est ouvert pour que la Banque centrale... Pour l'instant, on ne licencie pas, il n'y a pas de licenciement net. Je veux dire, on est toujours les chefs d'entreprise. Oui, mais les tensions salariales, on voit quand même que les différentes composantes d'inflation sont plutôt bien orientées. Du côté américain, moi, je pense que l'éléphant dans le magasin de porcelaine, ce sont les élections américaines. Et je pense que, pour moi, on en parle un peu moins, mais ça reste pour moi le sujet clé. C'est ce que je dis depuis toute l'année. Ça peut changer la face du marché pour 2025. Eh bien, pour moi, pour rapport à votre question sur l'inflation, je pense que Donald Trump est inflationniste. Il est foncièrement inflationniste. Donald Trump, ce sont des baisses d'impôts supplémentaires, donc davantage de croissance. C'est potentiellement des tarifs supplémentaires, notamment contre la Chine et l'Europe, donc plus d'inflation. Et c'est aussi des mesures, à voir s'il en est capable, anti-migrants, et qui va sévèrement porter un coup là-dessus. Ce qui est aussi inflatoire. Donc aujourd'hui, très compliqué de savoir où est-ce qu'on en est. Effectivement, Kamala Harris, il semble quand même aujourd'hui être quand même aussi bien orienté, mais on sait comme les élections américaines peuvent se jouer à pas grand-chose. Et donc on est quand même à un mois, à peu près, des élections américaines. Une victoire de Trump... C'est négatif, actif, risqué. Je pense qu'une victoire de Trump est clairement un risque pour l'inflation. Je pense que ça ramène les break-even à l'inflation, à la hausse, et je pense donc pas bon pour le marché action. En tout cas... Parce qu'en 2016, il n'a pas été mauvais pour le marché action, Trump. Il y a eu quelques heures qui ont été mauvaises, c'est plus compliqué. Oui. Je pense que pour l'exceptionnalisme américain, ça sera encore favorable, parce que somme toute... comme on l'a dit tout à l'heure, les États-Unis d'Amérique se portent bien. Et je pense qu'avec davantage de baisse d'impôts, ce sera quand même sans doute plus positif. Maintenant, pour des actifs risqués européens, oui, c'est compliqué. Je pense que Trump, président des États-Unis, avec une administration, parce qu'il faudra voir évidemment si l'administration suit, ce qui est quand même un scénario qui est aujourd'hui pas le plus probable, parce qu'il faut aussi qu'il ait le Congrès avec lui. S'il implémente ce qu'il dit, ah oui, c'est quand même potentiellement
plus d'inflation. Et donc, un repricing de ce côté-là, c'est un modèle économique sectoriel sur les actions, c'est plus la même chose, c'est plus la même limonade. Et donc, c'est par rapport à la question et votre question sur l'inflation, pour moi, c'est Trump qui fait la différence. Malheureusement, du côté européen, aujourd'hui, pour moi, le risque, c'est quoi ? C'est qu'on retombe dans les affres de la désinflation dans lequel nous étions il y a quelques années et qui posera un autre débat. Ouais. Sur l'histoire américaine de 2025, je vous voyais acquiescer, Andrew. Ouais, je suis d'accord avec Nicolas. En fait, les effets qu'on a eu la dernière fois, qui étaient porteurs pour les actions américaines, ont du mal à se reproduire cette fois-ci parce que, d'abord, ça serait une administration. Si Trump y passe, il aurait les deux chambres. C'est la vague. Si Trump l'emporte, vous pensez que le risque de vague rouge est plus important qu'un risque de vague bleue démocrate en cas de victoire de Harris. Ok. C'est quasi certain que s'il remporte la Maison-Blanche, il emporte les deux chambres. Okay. Il sait comment ça marche, que la dernière fois, il n'avait pas le moins d'idées. Il est organisé pour. Donc les chocs vont être brutaux, je crois, pour l'économie. Et dans tout cela, je ne vois pas, avec un mouvement inflationniste, avec les taux réels qui vont certainement passer au-delà de 2% de nouveau. Et c'est le moment. On avait réestimé là où il y a le point difficile pour les actifs risqués, mais c'est clairement à partir de 2,25. Et là, je crois que ça pourrait être atteint très vite. Et pour là, avec les tarifs qui vont être beaucoup plus efficaces cette fois-ci, et c'est un taxe inflationniste pour tout le monde, ça va... L'exceptionnalisme, ça va perdurer. Les treasuries, ça va être toujours la référence. Pour l'instant, ça ne va pas changer, malgré les diversifications qui étaient faites depuis quelques années, avec l'or qu'on a vu depuis un an surtout. Mais ça va être compliqué. Donc, les taux, les treasuries plus hauts, on ne peut pas échapper à ça en Europe. Malheureusement, malgré la déflation, il y a un bêta, ça va être moins qu'auparavant, mais il va y avoir. On devrait prendre cher. C'est bien dit, Andrew. Le marché, le price un peu, beaucoup, pas du tout, parce que j'allais dire, avant que Kamala Harris soit désignée remplaçante de Joe Biden, il n'y avait pas de match entre Biden et Trump du point de vue du marché. On parlait beaucoup des Trump trades, ça se mettait en place dans le marché. Aujourd'hui, est-ce que le marché est beaucoup plus neutre ? Il est plus neutre et il devrait probablement pas y être si on était un peu fantasiste, parce que par rapport à le match avec Clinton, elle avait beaucoup plus d'avance qu'Harris aujourd'hui. Elle a perdu. Par contre, on voit que sur les derniers sondages dans le vote populaire, qui n'est pas le plus important, mais c'est indicatif, elle lui faut, je crois, 2,5 millions plus de votes. D'accord. Elle a l'air d'y être. Mais après, c'est comment c'est distribué, parce que c'est pas la peine de les avoir en Californie. Bien sûr, c'est 6-7... non. Mais il semble que Wisconsin, Pennsylvania, ils sont en jeu. Bon, après, je me souviens du temps où la Floride était démocrate aussi. Ça change parfois. Pour la Californie, peut-être pas encore. On se rappelle quand le Parti républicain était républicain aussi. C'est pas facile en tant que ça. Bonne question. Si Trump perd... Comment le Parti républicain va se recomposer après une défaite de Trump aussi, hein. Est-ce qu'ils reviennent à quelque chose de plus traditionnel ou est-ce qu'ils migrent encore un peu plus vers on est en train de vivre ça le Trumpisme en Bretagne. C'est comment est-ce qu'ils se comportent après avoir déjà changé de comportement et d'aller plus à droite si on veut, et de perdre le pouvoir. Est-ce qu'il devient de plus en plus rancunieux? Ça a l'air d'être, en Grande-Bretagne, c'est le cas. Aux États-Unis, est-ce qu'il y a une partie, les anciens républicains, ils arrivent à reconstruire la partie? Ils ne sont plus dedans. Donc, est-ce que c'est le temps pour un troisième parti? Comme on va parler de la France dans un instant, je veux bien que vous nous parliez de votre pays, de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Où est-ce qu'on en est là? C'est quoi? Il arrive en juin, Keir Starmer, c'est ça? Donc ça fait 3 mois. Entre son arrivée en juin, qui avait été saluée par le marché, moi je me souviens, enfin il y avait de la visibilité après les années conservateurs. On retrouvait en plus un Labour qui avait évacué les personnes et les sujets les plus extrêmes. Et voilà, le marché était assez enthousiaste. La réalité, c'est pas que le travailliste à l'époque, comme avec Blair, a emporté les élections. C'est les conservateurs qui les ont perdus parce que l'extrême droite ou la partie négationniste de ce qui était tout avant a pris le pouvoir sur le parti conservateur et les ont décimés dans les élections. Parce que le parti de travaillistes, ils ont passé de 32 à 34%. Oui, ils sont stables. Par contre, ils ont la plus grande majorité. Donc, je crois que c'était un peu trop tôt pour le saluer.
Et par la suite, ils ont, comme d'habitude, dévoilé que l'état des finances n'était pas du tout ce qui était vendu par la partie précédente. C'est compliqué. Et je crois que le sterling va en prendre cher parce que la Banque centrale doit baisser les taux. Et il nous a dit qu'il serait prêt à faire un peu plus vite, peut-être, gouverneur Bailey. Par le budget qui va arriver en octobre, hausse des taux, hausse des impôts, ça va être difficile pour la population. Donc, ils vont baisser les taux. En contrepartie, qui est bon pour le FTSE, mauvais pour le sterling. On verra pour les guilds. C'est nuancé pour les guilds parce qu'ils vont en avoir beaucoup plus pour tout le monde. Partant du laboratoire incroyable qu'est le Royaume-Uni, venons-en à la France, Anthony. Non, mais ma question, c'est parce que là, on est dans une émission marché. Donc moi, je me mets à la place des créanciers, de ceux qui détiennent de la dette française et ceux qui ont encore acheté 12 milliards d'OAT ce matin avec des échéances long terme en 10 et 30 ans. Est-ce que la France ou est-ce que le gouvernement de Michel Barnier parle correctement à ses créanciers aujourd'hui? Alors c'est difficile à dire parce que de toute façon il n'y a pas de papier allemand, il n'y a pas de papier néerlandais, donc honnêtement vous n'avez pas beaucoup de choix. C'est-à-dire que si vous voulez du papier zone euro en grande quantité sur des pays quand même importants, relativement stables, qui ont une bonne structure institutionnelle, même si elle a vacillé un petit peu, qu'il y a eu de l'incertitude, vous devez acheter de la France. C'est pas pour ça qu'il faut mal parler à nos créanciers. Complètement. Et surtout là on rentre dans une phase où on va devoir consolider le budget, on ne sait pas faire. Donc on va devoir apprendre. On parlait de pas de hausse d'impôts, enfin, en tout cas c'était la politique Macron. On va finir par faire 1 tiers hausse d'impôts, 2 tiers baisse de dépenses. Évidemment, on trouve toujours facilement où faire les hausses de fiscalité. C'est toujours beaucoup plus compliqué du côté de la dépense. Mais là, c'est nécessaire. Pour être honnête, je ne m'inscris pas dans le discours qui consiste à dire si on consolide le budget, il y a un risque sur la croissance. Il faut regarder ce qui s'est passé. Là, on a laissé filer le déficit. Zéro impact sur la croissance positive. Enfin, il n'y a pas d'impact positif sur la croissance. Oui, c'est ça. Oui. Donc, on n'a pas eu beaucoup plus de croissance que ce qu'on aurait eu sans ce déficit supplémentaire. Exactement. Les prévisions de croissance sont très claires, inchangées. Et pourtant, on a un déficit qui est 1 à 2 points supérieur. 120 points, donc, oui. On peut consolider, surtout si on consolide aux bons endroits. Je ne vais pas forcément me faire que des amis en disant ça, mais en désindexant quand même partiellement ou totalement les pensions, c'est des grosses économies. Les retraités ont un taux d'épargne excessivement plus élevé que la moyenne de la population. Ça fait assez peu de dommages à la consommation. Et pour le coup, là, on réduit vraiment les dépenses significativement. On envoie un message très clair. Donc, il me semble que c'est un des leviers, par exemple, à activer. Pour l'instant, les désindex pour 6 mois. Pour 6 mois. Mais je pense qu'il va falloir aller plus loin. Le sujet est compliqué parce qu'en plus, comme les retraités sont quand même la population qui vote le plus, qui se mobilise le plus aux urnes, qui ont tendance à voter en plus pour le gouvernement en place. C'est très difficile de taper sur son électorat. Mais en tout cas, il me semble que c'est une des voies à considérer, puisque sur les hausses d'impôts, il faut être honnêtement assez prudent. On a déjà une fiscalité. La limite arrive Exactement. Vite, quoi. On vient de sortir une étude ce jour, justement, sur la fiscalité des entreprises manufacturières en France, en montrant que depuis 2017, effectivement, on s'est un peu normalisé par rapport à la moyenne européenne, mais on reste bien supérieur. Donc on a toujours un problème de compétitivité en France lié à notre surfiscalité sur l'industrie. On ne peut pas parler de réindustrialisation et en même temps remettre une couche ou en tout cas repartir dans l'autre sens. On devait supprimer, alors c'est les taxes, les taxes sur la production, c'est ça, la CVAE, etc. Tout ça a été... Alors évidemment, on peut se dire quand même qu'un peu de stabilité fiscale, on ne peut pas de nouveau faire des baisses d'impôts, mais au moins de la stabilité et un peu de visibilité pour les chefs d'entreprise. On a fait une enquête, Rexecode, BPI France, justement, pour essayer de voir est-ce que ça a un impact, l'incertitude politique sur les entreprises. Donc là, c'est des PME et des ETI. Et pour plus de 50%, elle déclare que c'est un impact fort, quand même, cette incertitude. Et on a 20% des entreprises qui déclarent annuler des investissements et annuler des embauches. C'est pas rien du tout. On parle quand même, pour l'instant, on a du mal à estimer concrètement ce que ça a comme impact sur la croissance au T3, au T4. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri de quelques mauvaises surprises quand même. Et dans ce contexte-là, Anthony, je reviens à la Banque Centrale Européenne, mais je veux dire que la BCE, qu'il y ait une nécessité pour la BCE de baisser les taux et de le faire peut-être le plus vite et le plus fort possible, j'entends. En revanche, face à ce genre d'incertitude, d'instabilité, pourquoi pas politique, il ne faut pas non plus trop attendre de ces baisses de taux sur le plan de la conjoncture, de l'amélioration, etc. Effectivement, je pense que la BCE devrait aller beaucoup plus vite. Parce qu'on va lui faire peser beaucoup de poids sur les épaules à la BCE, comme à chaque fois. Elle est un peu toute seule, parce qu'on a une politique budgétaire en Europe qui est quand même sacrément curieuse. On a des excédents monumentaux partout qui sont localisés dans certains pays. Des pays qui aujourd'hui ne sont plus en croissance. À la limite, on pouvait se dire, j'utilise pas mes excédents quand moi-même je surperforme la zone euro. Contracyclique, oui. Aujourd'hui, quand je suis justement quand même l'homme malade de la zone euro, quand je m'appelle l'Allemagne, c'est très étonnant de ne pas mettre un peu plus de budget sur la table.
début des années 2000, la France et l'Allemagne, c'était le même taux d'endettement, 60%. L'Allemagne, aujourd'hui, c'est 65, elle est même en train de converger à 60. On est à 110. On verra si les élections fédérales en 2025 en Allemagne permettent de faire sauter la règle d'or. Complètement. Ce sera mais le sujet. France-Allemagne, c'est très difficile de se parler quand il y a eu un tel effet ciseau. Mais c'est pareil sur les balances commerciales, on a considérablement divergé, alors que début des années 2000, on est tous les deux excédentaires. Donc on est des pays qui avons... Mais la zone euro a profondément divergé, en tout cas ses membres, et ça devient de plus en plus difficile d'avoir un discours apaisé, puisqu'on n'a pas les mêmes objectifs, pas du tout les mêmes. Donc voilà, avoir un discours porteur et progressiste devient vraiment très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'attitude du marché à ce stade vis-à-vis de la France spécifiquement Wait and see. Nicolas, Wait and see. on s'était vu quasiment au lendemain de la dissolution, je crois. Oui, c'est ça. Nous, on avait shorté les OAT, 75, 80, on reste à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, le marché, il est wait and see, il attend. Je pense qu'il faut considérer que si le gouvernement en place fait cette réduction, cette amélioration du déficit, donc on va être quoi ? À 6,2 et qu'il arrive à quoi ? 5,5, quelque chose comme ça. Et que le gouvernement est en place, je pense qu'on peut être sur un niveau de spread assez stable. Okay. Par contre, il y aura les agences qui vont agir. Moody's, oui. Le rating AA+, c'est un peu élevé. Oui. Donc la France... C'est quoi l'écart de rating entre la France et l'Espagne, puisqu'on est au même niveau de... au niveau de taux, je ne sais pas. La France peut aller... plusieurs crans au-dessus de l'Espagne, quand même. Mais la France peut aller à single et plus. Bon. Ça, c'est une première possibilité. Et après, la réalité, c'est que la France est le mauvais élève de la classe européenne. Donc, est-ce que la France mérite un taux 0,50% plus bas que l'Italie ? À voir. Donc, le prochain à nous remonter dans le peloton, c'est l'Italie, quoi. C'est le risque. Ouais. C'est le risque. Même si ça va vite, hein. Le spread, il était 2 fois plus élevé il y a encore 6 mois entre la France et l'Italie. On verra effectivement. Mais pour l'instant, en tout cas, les investisseurs, vous avez parlé de l'adjudication, c'est quand même plutôt bien passé. Le spread reste stable. C'est quoi les prochaines étapes ? C'est les agences de notation avec Moody's et après, quand le gouvernement Barnier tombera. C'est bien parce que j'entends toujours les marchés, ils sont très sages et raisonnables, je trouve, à ce stade. Mais les marchés, donc il y a... Non, mais ils sont vigilants, mais ils ne sont pas... C'est une zone monétaire, il ne faut pas l'oublier. Oui. Alors, mais ça, justement, par rapport à ça, ce qui me semble aussi très important, c'est que même si la France est très importante, et vous avez raison de dire, on ne peut pas shorter la France comme ça, il n'empêche, il faut avoir en tête que dans cette situation européenne où la France est devenue quand même un mauvais élève, elle ne pourra pas demander à jouer les jokers européens. C'est sûr. Joker 1, la Banque Centrale Européenne achète de la dette française, certaines personnes y croyaient. Ça me paraît improbable. Joker 2, la mutualisation de la dette que Macron avait obtenue ou s'était battu, ça me semble aussi assez improbable. Donc, sans être dans une situation de crise, parce que nous ne sommes pas dans une situation de crise, il y a un repricing lent et sûr qui se déroule. Mais néanmoins, il y a un chemin, et vous l'avez dit, moi je suis d'accord, on peut tout à fait avoir un déficit qui passe de 6,2 à 5, avec une croissance qui se maintient, si le gouvernement est stable, alors là, on peut avoir une dette française qui reste OK, et c'est un peu le chemin que joue Michel Barnier, mais qui est faisable. Ouais. Derrière la dégradation de la France ou du statut de l'OAT, on voit aussi par effet de contagion la dégradation du spread, par exemple, pour des eurobonds. C'est-à-dire que ça pèse aussi sur les eurobonds. Donc, du point de vue allemand, évidemment, tant que la France n'est pas stabilisée, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller en remettre sur des eurobonds ? Oui. On ne va pas reparler d'eurobonds tout de suite. Non. Comment vous regardez ? On en a parlé, mais l'Europe de ce point de vue-là, parce qu'il y a la France, mais il y a aussi ce qui se passe du côté de la périphérie. Est-ce que ça, c'est quelque chose en matière d'investissement qui reste un trait de convergence ? Très bien dans le périphérique. Est-ce que ça reste intéressant les pour chiffres vous de 7 de croissance. Et c'est solide. On construit une stratégie là-dessus. C'est pas juste l'été et le tourisme en Espagne qui font que l'Espagne va bien. Vous avez eu les géos aussi. On a eu les géos. On a eu les géos. Oui, c'est vrai. C'était très positif. J'ai du mal à penser à la crise en France, la perception des choses. On est toujours beaucoup plus préoccupé par ça à l'intérieur de la France qu'à l'extérieur, parce qu'on n'a pas vu les étrangers vendre la France pour l'instant. Ça serait clé. Le Japon achète moins quand même, j'ai l'impression. Et depuis longtemps. Mais depuis longtemps. En fait, ils achetaient beaucoup plus de l'Italie. Et bon, financièrement, ils ont très bien joué le jeu depuis 2-3 ans. Mais il n'y a pas de crise. Il y a une crise de croissance. Et je ne suis pas sûr que l'austérité, c'est la médecine qu'on en a besoin pour changer ça. C'est le focus sur la croissance. Ce que les États-Unis ils ont fait depuis maintenant un moment. Je ne dis pas qu'on veut tout ce qu'ils ont chez eux,
Mais peut-être il faut rééquilibrer. Pour cela, évidemment, il faut que l'Allemagne joue le jeu. Et ils ont beaucoup de marge pour venir aider avec ça dans un esprit européen. Oui, mais ça n'arrivera pas, Andrew. Non, mais ça n'arrivera pas. Laisse-moi rêver. Non, oui, non, Si c'est un Anglais qui te le dit. C'est pas Smart Dream, hein, c'est Smart Bourse, là. Ah, mais je suis... Ouais. Bon, c'est ça que je suis en France. C'est la rêve. Le bilan de Next Gen EU, quand même, c'est qu'on a donné beaucoup d'argent à l'Italie, parce qu'on parle beaucoup de la France qui va pas bien, mais l'Italie a un déficit public qui, à date, est pire que le nôtre. Et ils ont cramé tout dans un super bonus complètement inefficace, dans de la réno qui sert à rien. Enfin, oui, c'est une bulle, quoi. Donc, en même temps, c'est super dur de convaincre les Allemands derrière de dire faut remettre 800 milliards en commun, enfin, il faut lever un emprunt commun, quand dès qu'on donne aux pays... on va dire de périphérie, l'argent est mal dépensé. À la trajectoire du déficit par Mélanie, c'est 3% dans oui, mais on connaît bien la France. Ils sont pas mauvais aussi pour être capables de projeter une trajectoire de rétablissement des comptes. Oui, mais ils ont souvent été en surplus primaire. Hein. En supprimant le super bonus, ça peut tout de suite vite aller beaucoup mieux. Ce que la France n'a jamais été capable de faire depuis. Ça c'est vrai, mais sans croissance, parce que les perspectives de croissance en Italie restent très très faibles, ça va pas être évident. Oui. Puis ils ont le poids de la dette passée. Il faut quand même être. Ouais. Qui nécessite d'avoir un excédent primaire comme ils ont réussi à l'avoir, effectivement. Mais à quel prix, quoi? Enfin, je veux dire, pas d'investissement. Il n'y a plus beaucoup d'inflation en Italie, ça va pas aider non plus, parce que c'est le PIB nominal qui compte dans ces cas-là. Et honnêtement, il n'y a plus grand-chose. Anthony, un petit mot de l'auto? Je sais que vous aimez bien le secteur, enfin les enjeux industriels du secteur automobile, là, on en reparle beaucoup en ce moment. Complètement. C'est la tempête parfaite. Je ne sais pas si c'est la perfect storm. Ah bah, je sais pas ce qui manque. En tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est que le marché déteste l'incertitude. Et là, c'est vraiment ça qu'on a sur le secteur auto européen. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sûr que c'est le scénario du pire. Le problème, c'est qu'on est quand même un peu au milieu du gué. On ne sait pas du tout si la vague chinoise va vraiment, à quel point elle va tout emporter ou pas. Et c'est vraiment ça que le marché n'aime pas. Là, se positionner, c'est objectivement très compliqué. Même les analystes, quand on discute entre nous, beaucoup de difficultés à se dire à quel point est-ce qu'il peut y avoir une percée des véhicules chinois. Trop d'hypothèses qu'on ne maîtrise pas. Bien sûr, à quel point est-ce que la production va continuer d'être faite en Chine pour être exportée, ou est-ce qu'on va réussir quand même à implanter des usines chinoises sur le territoire européen? On voit bien que pour l'instant, ça se développe surtout dans les pays très friendly de la Chine, donc c'est la Hongrie, donc c'est la Turquie, peut-être la Slovaquie, mais en tout cas c'est ces pays qui politiquement sont les plus proches, on va dire, des intérêts chinois. C'est pas la France du tout, qui pour le coup, elle, milite pour avoir des tarifs douaniers. On sait que les tarifs douaniers, ça empêche quand même certains véhicules d'être, importés, notamment pour SAIC, parce qu'ils font plus de marge. À 30% de tarifs douaniers, ça devient plus rentable pour SAIC. C'est grosso modo sa marge quand on exporte un véhicule. Donc on n'est pas non plus totalement à côté de la plaque avec l'ampleur des tarifs discutés en Europe. Pour BYD, on est à côté de la plaque, parce que BYD marge encore plus. C'est vraiment marque par marque qu'il faut regarder ça. Donc c'est pour ça que c'est objectivement très difficile à date de se dire, et puis comme c'est très mouvant en fonction des annonces qui sont faites, honnêtement, je pense que le marché n'arrive plus du tout à se positionner, et quand on se positionne plus, juste on sort. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Avec une vitesse quand même de renversement sur le secteur automobile, sur le plan boursier, qui a été spectaculaire. En termes d'investissement, quelle est la logique qui vous anime, Nicolas? Vous avez déjà donné deux, trois indices depuis le début de l'émission. Je crois que les marchés émergents sont certainement un marché à regarder, tant sur le plan action que sur le plan de la dette. Donc c'est vrai qu'il faudra voir si le dollar s'apprécie ou pas, mais la dette émergente, ça offre une vraie diversification, parce que quand même tout ce qui est crédit est quand même super cher, tant le crédit à haut rendement aux États-Unis qui est ultra cher, que le crédit de bonne qualité, tandis que la dette émergente, elle offre encore des perspectives de rendement attractif. Et du côté des marchés actions, la Chine, certes, a vachement progressé, a beaucoup progressé. Vous avez toute une série encore d'entreprises qui sont sur une vision moyen terme encore très très bon marché. C'est tactique, la Chine, vous le disiez tout à l'heure. C'est tactique jusqu'aux élections. Ou alors ça redevient investissable. Jusqu'aux élections américaines. D'accord. Jusqu'aux élections américaines. Jusqu'aux élections américaines. Les élections américaines, j'ai dit, ça reste l'élément clé. Mais une fois que l'incertitude Trump ou l'incertitude américaine est passée, ça peut être un thème intéressant. Ça peut redevenir quelque chose d'un peu plus investissable. Pour 2025, oui. Si l'hypothèse Trump est retirée et levée. J'entends. Voilà. Si l'hypothèse. Et puis sinon, il y a encore des thèmes qui sont intéressantes, notamment sur les marchés américains, tant sur le secteur technologique que le secteur de la santé. Le secteur de la santé qui reste un secteur quand même assez attractif et peu cher aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les marchés globaux aujourd'hui, Andrew? Les US. Les actions US et la dette européenne.
Et dans les actions US, il y a des paris un peu de style à faire aujourd'hui par rapport au passé récent. Est-ce qu'il y a de la rotation? Il faut envisager d'autres segments? Les small cap. Small cap. Mais on se doute, mais un petit peu, mais on revient sur les small cap. Il va avoir quand même une normalisation des taux. Et donc, ils devraient en profiter. Ils se sentent les plus sensibles à ça. Le tech, toujours. La santé... Ouais, santé tech, c'est presque la même chose maintenant. Parfois. Ouais. Mais pas les autos. Non. Il y a pas grand-chose en Europe pour acheter. Ouais. Il y a encore un petit prime sur le crédit, mais il y a problème là pour une bonne raison. Et donc, c'est à peu près... Oui, je suis plus dubitatif sur les emerging avec le focus sur la Chine, mais dans l'ensemble, je suis d'accord qu'il y a plus d'avoir, un peu plus de gras, quoi. Bon, c'est pas encore la fin de l'exceptionnalisme américain. Non. Il y a encore un peu de marge de ce point de vue-là. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Andrew Hetherington, AXA IM, Anthony Morlet-Lavidali, Rexecode et Nicolas Forest, Candriam.